Alors on va maintenant attaquer le deuxième morceau de la matinée où on va parler de neutralité. Je l'ai dit tout à l'heure, mais donc je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de matinée. La neutralité consiste en gros enfin même pas en gros du reste, de manière extrêmement précise, à avoir des émissions d'origine humaine, des émissions dites anthropiques, qui deviennent nulles en solde net. C'est-à-dire que si jamais on a encore quelque part des gens qui utilisent du gaz, du charbon ou du pétrole en laissant le CO2 partir dans l'atmosphère, on a fait ce qu'il fallait ailleurs pour qu'il y ait un flux descendant de l'atmosphère vers le sol qui soit d'importance équivalente. Voilà, c'est ça l'idée de la neutralité. Alors d'où ça vient ? Ça vient de la physique, tout simplement, qui, encore une fois, nous dit qu'il y a une relation linéaire entre la quantité totale de gaz à effet de serre qu'on mettra dans l'atmosphère entre maintenant et 2100 et l'élévation de température qu'on aura entre l'ère pré-industrielle et 2100. Voilà, il y a une relation linéaire entre les deux. Et donc, si on veut se limiter à 2 degrés, il ne faut pas mettre plus de 3000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, dont on a déjà émis 2000. Et ça vous prescrit une trajectoire d'émission qui, en gros, passe par zéro dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Comme d'habitude, et ça va être l'objet de notre table ronde, il est plus facile d'affirmer que de faire. Donc vous avez en ce moment un certain nombre de déclarations qui sont faites sur le fait qu'on va devenir neutre en CO2 d'ici, en général, quand les gens qui font la déclaration sont morts. Et la bonne question, où vous rangez des voitures, enfin, whatever. Et donc, le sujet qui va nous occuper maintenant, c'est si on essaye d'aller un peu plus loin dans ce que ça signifie, cette affaire-là, est-ce qu'on peut expliciter les contreparties et comprendre ce qu'on va devoir faire si on entend arriver à l'objectif tel qu'il est énoncé. Alors pour en parler, on va avoir dans l'ordre 3 interventions. Donc on va commencer avec Anne Bringot, qui s'occupe de transition énergétique au sein du CLER, et surtout du réseau Action Climat. C'était surtout sous cette casquette que je la connaissais. Le réseau Action Climat est une fédération d'associations qui, comme son nom l'indique, s'occupe, ou un tropisme sur la question du changement climatique. Et elle mettra sur la table un certain nombre de suggestions ou de contreparties qui vont avec cet objectif-là. Ensuite, nous aurons Dominique Overlo, qui travaille à France Stratégie, qui fera, si j'ai bien compris, une première couche de réponse, c'est-à-dire oui, sauf que non. Voilà combien ça ne va pas être si trivial de faire les choses. Et enfin, Bertrand Pancher, tout à fait à ma gauche, qui est député et qui est désormais... voilà, c'est ça, un secrétaire de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, parlera de la gouvernance quelque part, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut organiser le système pour comprendre qui fait quoi et comment est-ce qu'on peut tracer les résultats des actions entreprises. Voilà, donc sans plus attendre, ce que je propose, c'est 10 minutes d'intervention par personne. Je ne m'interdis pas de temps en temps de rebondir un tout petit peu sur un truc que vous venez de dire pour vous pousser un peu dans vos retranchements. Ensuite, je propose un petit temps d'échange entre vous. Voilà. Et puis derrière, on ouvrira les questions pour la salle. Bertrand devra nous quitter à midi. Voilà, donc on essaiera de s'adapter à ce timing. Oui, bonjour à tous. Donc, Anne Bringot, je travaille pour le CLER et le réseau Action Climat. Et merci Jean-Marc d'avoir introduit effectivement sur la physique et finalement ce que veut dire cette neutralité carbone et la nécessité effectivement d'arriver, comme l'indique l'accord de Paris, à un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre anthropiques et la capacité d'absorber ces émissions par des puits de carbone. Et donc cet objectif qui est dans la deuxième moitié du siècle dans l'accord de Paris, l'une des premières questions, et vous allez voir, je vais plutôt arriver ici avec des questions que je mets en débat qu'avec des certitudes, puisque c'est un sujet sur lesquels on commence à avancer, mais on n'a pas encore la feuille de route détaillée pour aller vers cette neutralité carbone. L'une des premières questions qui se pose, c'est comment chaque pays va aller vers ce rythme d'équilibre de neutralité carbone qui est fixé au niveau mondial à la moitié du siècle. Pour la France, Nicolas Hulot a fixé cet objectif en 2050.
Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est accessible? Ça fait partie des questions. On sait que la France est un pays déjà développé, qui a des capacités pour changer, pour s'adapter par rapport à d'autres pays émergents ou en développement, qui ont probablement encore des besoins de développement, davantage d'accès à l'électricité, davantage d'accès aussi à une alimentation différente, à la mobilité. Et donc probablement, effectivement, que la France doit aller bien plus vite que d'autres pays. Donc la première question, c'est ce 2050. Est-ce que c'est cohérent cette position de la France par rapport à l'accord de Paris? Ça, c'est la première question pour laquelle je ne vais pas vous donner une réponse toute faite, puisque c'est un peu une question en suspens. Qu'est-ce que ça veut dire finalement cette neutralité carbone? Ça veut dire réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Pour arriver à la neutralité carbone, on sait qu'il faut vraiment aller le plus loin possible dans la réduction de gaz à effet de serre, et ça veut dire tous les gaz à effet de serre. On a souvent mis en avant le carbone, le CO2, parce que voilà, on calcule en équivalent CO2, parce qu'on parle de bilan carbone, parce qu'on parle de décarboner. Mais finalement, quand on parle de neutralité carbone, ce terme de neutralité carbone, il est un peu faux, puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est neutralité tout gaz à effet de serre. Il faut bien avoir ça en tête, puisqu'il n'y a pas que le CO2 comme gaz à effet de serre, il y a d'autres gaz à effet de serre qui peuvent être plus compliqués à réduire, et notamment le secteur de l'agriculture. On le voit dans la stratégie nationale bas carbone qui a été définie par la France, avec des budgets carbone. On a un objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre qui évoluera peut-être. Mais en gros, pour l'agriculture, on dit on va diviser par 2 parce qu'on sait que c'est plus compliqué de réduire dans l'agriculture avec le méthane qui est lié notamment à l'élevage, avec le protoxyde d'azote, des engrais azotés. Donc il y a des évolutions aussi à faire, mais en tout cas, intégrons bien dans le panorama tous les gaz à effet de serre parce que c'est important, cette neutralité, elle est bien tout gaz à effet de serre. Donc une fois qu'on a réduit massivement ces gaz à effet de serre, ces émissions, alors on pourra discuter du comment on y arrive. C'est un travail qui est en cours aussi avec le ministère actuellement pour établir cette nouvelle stratégie nationale bas carbone et une prospective de neutralité carbone. On connaît aussi d'autres scénarios qui arrivent à cette neutralité carbone comme le scénario Négawatt, qui implique des réductions très fortes de la consommation d'énergie par la sobriété, par l'efficacité, par le développement des renouvelables. Donc on sait que ce sont des scénarios qui nécessitent des changements profonds de nos modes de production et de consommation et de comportement évidemment de chacun. Une fois qu'on a réduit donc très fortement ces émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre la neutralité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de trouver des moyens d'absorber ces émissions résiduelles qu'on a, je le rappelle, essayé de réduire le plus possible. On peut avoir la solution naturelle, c'est-à-dire les puits de carbone. Concrètement, on va planter des forêts le plus possible qui, pendant leur croissance, vont absorber du carbone. C'est sur le papier tout à fait faisable. Dans la pratique, on sait que même si la forêt est plutôt en expansion en France du fait de la déprise agricole, on sait qu'il y aura des limites à l'espace disponible pour les forêts. Donc c'est une possibilité, mais qui ne peut pas être déployée de manière exponentielle et qui aura ses limites. On peut aussi avoir... Pardon, donc là, on parle de la forêt comme marge de manœuvre en France. Moi, je parle de neutralité carbone en France. Voilà. L'objectif qu'a fixé Nicolas Hulot, c'est la neutralité carbone en France. Et pour nous, et j'y viendrai après, on l'entend comme domestique. Voilà, ce qui n'est pas forcément ce qui est dans la tête de tout le monde. Et voilà. Donc, puits de carbone, si on regarde au niveau domestique, puits de carbone, voilà, développement de la forêt, il faut le faire, mais ça aura ses limites. Changer de pratique agricole, donc c'est capter davantage de carbone dans les sols. Ça veut dire des pratiques agricoles qui changent, moins de labour par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'il faut évidemment développer, avec certains garde-fous néanmoins, puisque si on fait moins de labour,
On va potentiellement utiliser plus d'herbicides. Et donc, concrètement, l'idée est quand même de regarder tout ça d'un point de vue systémique et de ne pas aller vers une solution qui aurait d'autres impacts négatifs. Donc, les puits de carbone en France, soit dans les sols, soit par les forêts, voilà, il y en a, mais on sait que le volume va être limité. Et donc, certaines autres options peuvent être mises sur la table, qu'on considère, nous, comme des échappatoires. C'est-à-dire qu'on va se dire, en France, on ne va pas y arriver. Du coup, finalement, ce qui revient finalement à reporter la date de cette neutralité carbone, on va dire, on va acheter des crédits carbone à l'étranger. On va finalement financer le fait qu'il y ait des forêts dans d'autres pays. En quoi c'est dangereux ? C'est dangereux parce que ça va nous inciter à reporter des transformations que nous avons à faire en France. Et par ailleurs, on sait que finalement, il y a des risques aussi de fraude. Il y a des débats sur les modes de calcul pour ces crédits carbone. Et donc finalement, et puis par ailleurs, on devra de toute façon à la fin être neutre en carbone, neutre en gaz à effet de serre au niveau planétaire. Et donc, commencer à regarder à l'étranger va devenir assez vite assez compliqué si tout le monde essaye de faire la même chose. L'autre piste envisagée, c'est, alors je donne les grands axes, c'est la capture et le stockage de carbone. Donc effectivement, des méthodes industrielles pour capter du carbone. Ça peut être associé à des centrales à charbon. Vous avez dû voir très récemment, j'ai vu passer une info sur une annonce par Donald Trump qui annonce un énorme plan d'investissement sur capture et stockage de carbone dans son optique qui est de conserver les centrales à charbon. On peut avoir d'autres techniques, on a d'autres possibilités qui sont mises sur la table de brûler de la biomasse et de stocker ensuite le carbone. Donc différentes optiques, différentes solutions pour capturer et stocker le carbone qui pour l'instant ne sont pas matures, qui nécessitent déjà beaucoup d'investissement et qui risquent aussi d'être un petit peu des mirages qui nous incitent pas à transformer déjà nos modes de production et de consommation en se disant qu'on trouvera un jour la solution qui permettra d'eux. Et peut-être qu'on la trouvera, et tant mieux si on la trouve, mais il ne faudrait pas que ça nous empêche de faire déjà les réductions d'émissions qui sont absolument indispensables. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des différentes points que je voulais voir avec vous. Tout à fait. Donc ça fait partie des grands sujets qui sont sur la table sur cette neutralité en gaz à effet de serre et qui seront débattus bien évidemment avec le ministère dans le cadre de cette prospective pour atteindre la neutralité carbone. D'accord. Une question avant de passer la parole à Dominique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, dans l'idée du RAC, cette neutralité, c'est 23%, ça va être, on va le faire sur les transports, 32,5% sur l'agriculture, etc. Et à la fin, il reste 15% des émissions résiduelles à séquestrer par les forêts, ou pour le moment, cette comptabilité, elle n'existe pas ? Pour l'instant, le seul scénario que je connaisse au niveau national, il y a des scénarios mondiaux, il y a des scénarios, je pense, européens. Au niveau national, le seul scénario que je connaisse, mais s'il y en a qui en connaissent un autre qui me le disent, qui soit neutre en carbone, c'est-à-dire tout GES, c'est Négawatt. Et donc, qui propose effectivement une réduction. Il y a une réduction globale des émissions qui est d'un facteur 6,7 de mémoire d'ici à 2050. Et donc, j'ai plus en tête les réductions par secteur. Donc la réponse quantitative, c'est celle de Négawatt. Pour l'instant, c'est le seul scénario que je connaisse. Du point de vue du RAC. Et du point de vue du RAC, on n'a pas un scénario de référence. D'accord. Donc on regarde les scénarios qui sont disponibles. Pour l'instant, le seul qui réponde à ce besoin, c'est Négawatt. Et s'il y en a un autre, on sera ravis de le regarder. D'accord. Dominique, the floor is yours. Bonjour à tous. Merci tout d'abord de cette invitation et merci à Anne d'avoir traité le sujet aussi bien et d'avoir envisagé l'ensemble des gaz à effet de serre. Je m'intéresserai personnellement aux gaz à effet de serre énergétiques et non pas aux autres. J'essaierai en quelques minutes simplement de vous dire pourquoi il est absolument nécessaire d'aller vers
la neutralité carbone, de donner un certain nombre de lignes directrices dans cette transition possible, de dire en quoi ça peut changer dans un certain nombre de secteurs, de présenter malheureusement un certain nombre d'obstacles, malheureusement et heureusement en ce sens où il faut chercher à les lever, et d'essayer de conclure sur un certain nombre de points. Premier point, et Jean-Marc l'a très bien rappelé en partant de la physique, ce qui nous est demandé vis-à-vis de la neutralité carbone, c'est une révolution énergétique majeure, puisque nous devons nous passer des hydrocarbures en moins d'une génération, donc en une trentaine d'années, si j'exclus le CCS pour commencer. Pourquoi devons-nous absolument aller à la neutralité carbone? Et là encore, je vais revenir à la physique. Parce que si du jour au lendemain, nous arrêtons les émissions de gaz à effet de serre anthropiques, la température ne redescendra pas. Elle continuera à rester la même pendant plusieurs centaines d'années, le temps qu'un équilibre s'établisse entre la baisse de concentration du CO2 dans l'atmosphère et donc l'effet de serre engendré et l'énergie qui sera relâchée par les océans, et si bien que la température restera celle au moment où on aura arrêté les émissions de gaz à effet de serre. Donc on ne redescendra pas cette température, donc de là notre responsabilité est d'aller le plus vite possible vers la neutralité carbone. Comment faire? J'avoue que je prendrais volontiers les lignes directrices du rapport de Lord Turner sur la transition, qui a présidé une commission sur les transitions énergétiques et qui appuie cette transition sur 4 points assez simples. Premier point, pour lui, c'est et je m'intéresse bien au gaz à effet de serre énergétique, premier point, c'est de décarboner l'électricité. Une fois que vous avez décarboné l'électricité, vous cherchez à électrifier au maximum les usages. Tous les usages, malheureusement ou heureusement, ne sont pas électrifiables. Donc ensuite, il faut travailler ces différents secteurs. Je pense en particulier à l'aviation ou aux aciers. De là, l'idée ensuite de prendre des matériaux de substitution, de travailler sur l'économie circulaire, notamment dans le recyclage de l'acier, si je continue sur l'acier, et naturellement d'améliorer au maximum les procédés énergétiques et les procédés en eux-mêmes pour émettre le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible. Quatrième solution, enfin, que je n'aime pas, mais qui va malheureusement probablement s'imposer de plus en plus, c'est celle qu'Anne a évoquée en évoquant la gestion du carbone émis ou la gestion des émissions de gaz à effet de serre. De là, la capture et le stockage à grande échelle, ou de là, l'extension au maximum des puits de carbone, mais encore faut-il que ça soit durable dans le temps. À partir de là, qu'est-ce que ça peut changer dans un certain nombre de secteurs? Je vais en prendre deux ou trois si j'arrive à m'en rappeler. Premier secteur évident, c'est le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, c'est l'électricité, c'est du stockage de l'électricité. Si vous avez une électricité propre, repasser à de l'eau chaude qui va être produite grâce à du gaz qui va engendrer des émissions de gaz à effet de serre n'est probablement pas la bonne solution, surtout dans un monde où vous allez avoir besoin de plus en plus de stockage de l'électricité. Donc c'est bien la première priorité du rapport Turner, chercher à électrifier les usages. Deuxième point qui devrait nous faire changer, c'est naturellement le transport. Nous arrivons à un point où il est envisageable d'introduire des véhicules propres et de les introduire à grande échelle. Donc de là l'idée du plan climat, si ma mémoire est bonne, d'arrêter la vente des véhicules à émissions de gaz à effet de serre 10 ans avant la neutralité carbone voulue, donc en 2040, pour qu'en 2050 on arrête leur circulation. Et autre idée, en 2030, imposer des normes de plus en plus sévères pour aller vers ce véhicule propre. Donc, aller vers ce véhicule propre avec une question qui est de savoir si on doit bypasser ou non l'étape du véhicule à 2 litres au 100 pour aller directement vers le véhicule
purement électrique, 100% électrique. J'ai l'impression que c'est faisable, mais c'est certainement un des points à discuter. Si j'en viens maintenant aux obstacles véhicules électriques, troisième point, et c'est un point important aussi bien en France qu'en Allemagne dans la production d'électricité, si nous voulons aller vers une production d'électricité propre, devons-nous, à un moment ou à un autre, remettre du gaz dans la production d'électricité? Probablement en Allemagne, si l'Allemagne veut fermer un certain nombre de centrales en charbon. Est-ce nécessaire en France pour assurer les transitoires ou pour assurer la pointe? C'est certainement à étudier de très près. Je ne crois pas, là encore, que ce soit la meilleure solution, puisque l'on veut, normalement, décarboner au maximum l'électricité, donc avoir une électricité propre. Les obstacles, ils sont évidents. Dans le domaine du charbon, rien que la France, nous allons attendre 2022 avant d'essayer de fermer nos centrales à charbon. Si nous pouvons d'ailleurs utiliser la biomasse pour passer la pointe, ça sera une bonne chose. Biomasse sans néanmoins nuire à la biodiversité. Donc c'est un créneau qui n'est pas facile. L'Allemagne et la Pologne nous montrent bien que sortir du charbon est extraordinairement difficile. Je suis un partisan à fond du prix du carbone, mais je pense qu'une telle fermeture nécessite un plan politique de la part des gouvernements sur 10 ans ou 15 ans, des gouvernements polonais et allemands, pour dire voilà comment on va sortir du charbon, voilà comment on peut le faire et voilà quelles sont les mesures que l'on peut mettre en œuvre pour effectuer cette transition. Deuxième obstacle fort auquel on doit s'attendre, c'est le secteur automobile. Je vais sortir de la France pour éviter toute polémique. Je vais prendre l'exemple de Volkswagen, nouveau patron de Volkswagen nommé après le Dieselgate, annonçant un grand plan en faveur du véhicule électrique à 2025 avec 2 millions ou 3 millions de véhicules électriques ou hybrides vendus à cette époque-là. Et son personnel lui disant « Attention, aujourd'hui nous reposons sur la vente des véhicules diesel et essence et je vous cite cette formule que je trouve absolument merveilleuse. Par rapport à votre idée de développer le véhicule électrique, vous êtes en train d'enfoncer des clous dans notre cercueil. » Je trouve cette comparaison absolument fantastique, mais elle montre bien que, et c'est un des sujets d'étude de France Stratégie, elle montre bien que cette transition énergétique va remettre en cause un certain nombre d'emplois, j'allais dire un très grand nombre d'emplois. L'Allemagne indique que 600 000 emplois sont dépendants du secteur automobile et du moteur thermique, que ce soit diesel ou essence. Donc en jeu, 600 000 emplois en Allemagne. Donc de là la résistance en Allemagne sur ce sujet et de là des déclarations de Mme Merkel durant la campagne, hésitantes entre le fait d'aller vers le véhicule électrique et le fait de défendre au maximum le diesel et l'emploi qui lui est lié. Donc un certain nombre de résistances auxquelles on doit s'attendre et qu'on doit lever, ce qui emmène ensuite à un certain nombre de recommandations très simples, mais qui sont loin d'être abouties. Première recommandation, c'est certainement d'étudier au maximum le rapport de Lord Turner et de chercher à décliner les différentes priorités qu'il a envisagées. Chercher ensuite à aller le plus loin possible dans la transparence financière des risques climatiques. Matt Carney a recommandé que dans son bilan financier, chaque entreprise étudie un scénario du 2 degrés dans lequel elle envisage la façon dont ses actifs vont se comporter dans un tel scénario. Et je crois que ce serait une excellente chose. Naturellement, un prix du carbone, même si le prix du carbone ne fait pas tout, il permet d'avancer. Et quatrième point qui, là encore, est sujet à discussion, c'est de se concentrer vers les efforts qui nous permettent d'aller vraiment vers la neutralité carbone. Donc d'aller vraiment vers des solutions qui nous permettent d'oublier les hydrocarbures,
Si je prends un exemple, c'est d'aller vraiment vers le véhicule électrique ou le véhicule à hydrogène, et c'est de s'interroger sur un TGV futur. Un TGV futur, on peut le réaliser parce qu'on peut vouloir desservir la capitale d'une région, mais à mon avis, on ne peut pas vraiment vouloir le réaliser à cause des émissions de gaz à effet de serre, parce que vis-à-vis des gaz à effet de serre, ça va être un coût extrêmement élevé. Donc, concentrons-nous sur les principales priorités qui nous permettent d'aller vers la neutralité carbone. Bravo. Très bien. Donc Bertrand, donc en gros, tout le monde est d'accord pour que la société change à condition que pour soi rien ne change. Comment est-ce qu'on s'attaque à cette quadrature du cercle? Quand j'interviens toujours après des personnalités qui connaissent aussi bien leur sujet, tant sur le plan technique que sur le plan évidemment du suivi de la cause environnementale, je suis toujours modeste. Il faut être vraiment modeste, parce que si on avait une solution, évidemment, pour nous entraîner vers la réalisation de ces objectifs avec aisance, ça fait longtemps que ça se saurait. Parce que si on considère qu'on est vraiment dans une forme de métamorphose du monde et de notre société de consommation, ce qui est réellement le cas, l'étude Négawatt le démontre complètement. C'est-à-dire que un des rares modèles qui soit crédible, c'est celui-là. Ça nécessite une réduction vraiment draconienne de notre consommation, enfin de notre consommation énergétique, et tout ça est réellement très très complexe. Ça veut dire quoi? Si on a bien en tête que ces objectifs sont très difficiles à atteindre. 80% de réduction de gaz à effet de serre en 2050, avec les étapes qu'on connaît bien. Il y en avait déjà une qui s'approche très rapidement, qui était 2020, le 3x20 des obligations européennes. On se rend compte que dans tous les domaines, on décroche. C'est un truc fou, c'est-à-dire que c'est pas le tout de se filer des objectifs qui font que ça va tenir, c'est-à-dire 80% de réduction de gaz à effet de serre en 2050, et puis arriver à zéro, un objectif de zéro émission. Encore faut-il que dans toutes les périodes intermédiaires, comment le truc marche. Or pour le moment, ça marche pas. Je vais quand même vous rappeler, moi qui étais un rapporteur du Grenelle de l'environnement, que en matière de réduction, en matière de diminution de la consommation énergétique, on est très loin. En matière de production d'énergie renouvelable, on est également très loin. Et il y a effectivement notre réduction de gaz à effet de serre en France qui a été plutôt lié à la crise et notamment aux grands effets de la crise de 2008 que par notre génie et par notre engagement collectif. Il faut quand même vraiment rappeler des choses. Ça veut dire que d'abord, il faut considérer que si tout le monde ne s'y met pas, c'est-à-dire l'ensemble de nos concitoyens, jusqu'aux hommes politiques, aux responsables des entreprises, dans tous les domaines, on ne s'en sortira pas. Moi, c'est ma conviction, parce que d'abord, il faut que nos concitoyens, nous-mêmes, on change notre propre rapport par rapport à notre système de consommation, qu'on accepte, on ne va pas se raconter d'histoire, acheter plus cher ce qui est produit dans des conditions qui font que la nature est sauvegardée. Je disais encore dans les Échos ce matin, Édouard Leclerc, la course au bas prix. Il faut qu'on remette en cause complètement notre mode de consommation, notre mode de transport, tout. Et déjà nous-mêmes, demandez pas aux hommes politiques de vous régler tous les problèmes, parce qu'on ne réussira pas à le faire. On ne réussira pas à le faire. Sur le thème, trouvez les solutions et faites en sorte qu'on continue à jouir dans des meilleures conditions de cette société de consommation. C'est pas possible. Deuxièmement, évidemment, il faut que les entreprises, les responsables politiques se mettent ensemble, et parce que tout le monde a bien conscience des problèmes, mais je suis convaincu que
que ça ne pourrait être réglé que collectivement et jusqu'au moment et jusqu'à aller à la base de nos organisations. Regardez la question du logement. Quand même très frappant. Bon, dans les grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, il y a le logement. Moi, j'entends toujours Jean-Louis Borloo me dire le logement, c'est génial parce que on va rénover 500 000 logements par an. Et puis, un logement nouveau rénové, c'est un emploi nouveau. On va créer 500 000 emplois. C'est vrai sur le papier, la rénovation. Et puis, si on rénove, on va économiser et donc on a intérêt à le faire. C'est vrai. Sauf que si l'État s'occupe de tout, change de stratégie matin, midi et soir, avec des tas d'organismes, et puis si les collectivités font autre chose, et puis le citoyen est complètement paumé là-dedans, ça ne peut pas marcher. Et on mettrait la moitié de moyens, ma conviction, la moitié de moyens en matière de logement, avec une vraie stabilité et une vraie responsabilité des acteurs, c'est-à-dire des sociétés de services en économie d'énergie sur le plan local pour aller trouver les gens et leur dire voilà, faites ça, ça et ça, et vous allez gagner tant, on s'en sortirait. Donc il faut vraiment qu'on décline. Ma conviction, c'est qu'on a des grands objectifs. Il faut faire en sorte qu'on ait bien en tête la trajectoire catégorie par catégorie. Et puis ensuite, en responsabilisant et en faisant en sorte que tous les acteurs se mettent d'accord ensemble, réfléchir sur la façon d'y arriver. Alors, comme évidemment on est tenu par quand même des contraintes internationales européennes, il y a au moins maintenant, à travers les accords de Paris, de la traçabilité de tout ça, quoi. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle dans notre histoire. C'est-à-dire qu'on va voir notre nez grandir au fur et à mesure qu'on ne tiendra pas nos promesses, les États. Alors c'est pas pour ça d'ailleurs qu'on va régler les problèmes, parce que si la Chine ne tient pas ses promesses, l'Afrique avec l'économie souterraine, etc. Bon, mais quand même. Bon, donc ça c'est la première observation que je voulais vous faire. La deuxième observation, c'est qu'il est clair qu'il faut qu'on même si on rêve, et moi je rêve en permanence de changer notre modèle de société, on est quand même dans une économie de marché. C'est l'offre et la demande et on a intérêt à internaliser tous les coûts induits. Bon. Et si on n'internalise pas le coût du carbone, et un montant suffisant, on s'en sortira pas. Alors on va pas l'internaliser partout dans le monde, mais au moins par grand bloc de pays. Et il faut aller plus loin que là où on va. Je salue vraiment le volontarisme. Je le dis d'autant plus que je n'appartiens pas à la majorité ou tout à fait à la majorité actuelle. Le volontarisme de Nicolas Hulot, on y va, et le président Macron, c'est au moins, on tient les objectifs de 100 € la tonne, mais j'observe que l'étude de l'ADEME, très bien faite il y a l'an dernier, dit si on n'est pas à 200 € la tonne comme en 2030, ça on n'y arrivera pas. Donc il faut aussi vraiment une fiscalité environnementale, qui nous engage à le faire. Et puis je suis quand même très très frappé de voir qu'on découvre au fur et à mesure les modèles, parce que notre changement, ça va pas être qu'un type de modèle. Ça serait trop simple, une fiscalité environnementale et puis quelques actions. Je pense qu'il y a dans des tas de domaines, on découvre au fur et à mesure ce qu'il faut faire ensemble dans l'ensemble des ruptures qui sont les nôtres. Mais on a intérêt à se dégrouiller. J'en finirai là, parce que si on veut plus de voitures électriques, si on veut plus de voitures thermiques, c'est-à-dire des voitures électriques, comme une voiture, c'est en moyenne de vie 20 ans. On voit bien que si on veut qu'il y ait des voitures électriques en 2050, ça veut dire interdire l'achat de voitures thermiques en 2030. C'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Hulot dit plus de voitures électriques en 2040, ça veut dire qu'il faut les interdire en 2020. J'ai quand même du mal à le croire. C'est pareil pour les chaudières. Il faut une chaudière, c'est 20 ans. Il faut plus de chaudières thermiques. Donc et tout ça a évidemment un coût, des systèmes de bonus-malus, des aides, etc. Donc il faut quand même bien avoir conscience que on escalade la vraie face nord de la montagne. Alors avec le réchauffement climatique, la face nord
est moins froide. C'est la bonne nouvelle. Mais enfin, quand même, c'est quand même assez compliqué. Il faut vraiment qu'on regarde tout ça ensemble. Et on a un vrai exercice démocratique de partage. Et ceci dit, tout ça, c'est génial parce que ça va recréer du lien, la nécessité de travailler ensemble, puis d'arrêter de penser qu'il n'y a pas de succès sans une consommation pour la consommation. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que cet objectif de neutralité, alors dans le monde politique et dans le monde de la fonction publique, pour ce que tu peux en juger, est-ce que c'est des objectifs qui sont aujourd'hui considérés comme consensuels, ou est-ce qu'ils font l'objet d'un clivage, alors pour Bertrand, d'un clivage partisan? Est-ce qu'il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non, ou est-ce que c'est pas comme ça que s'exprime la différenciation partisane? Et dans le monde de la haute fonction publique, pareil, est-ce qu'aujourd'hui ce genre d'objectif pour les gens qui expriment un avis dessus et c'est raisonnablement consensuel? Et puis après, j'ai une virgule qui est ton estimation du pouce, c'est quelle est la fraction des hauts fonctionnaires qui pensent qu'ils sont concernés par cet objectif? Alors, je vais répondre à la première question. Il y avait 50% de parlementaires quasiment climato-sceptiques. Lorsque j'ai fait mon premier mandat de député, j'en suis à mon 3e. Bon. Dans la commission du développement durable. On est là, mais d'accord, il y a quand même d'autres choses à faire. Bon. La précédente, il y en avait peut-être encore quand même 20%. Il n'y en a plus un maintenant. Bon. Mais c'est pas parce que on considère que ces aspects de réchauffement climatique et de stratégie environnementale... Il y avait 50% de climato-sceptiques au sein de l'Assemblée, au sein de la commission du développement durable. Au sein de la commission du développement durable. Oui, oui. D'accord. Oui, moi j'en avais encore la dernière fois qui me... Bon, c'était pas les plus présents, hein. Enfin, mais c'était réellement. Bon, ça veut dire... c'est pas parce qu'il y en a plus que tout le monde a en tête ces objectifs et veut faire en sorte qu'on tienne complètement les objectifs. Bon, parce que réellement c'est ça. J'observe que dans nos discours politiques, j'ai pas entendu un candidat à l'élection présidentielle, peut-être si, il y en a sans doute, mais enfin pas parmi les principaux, dire voilà le développement équilibré du monde, c'est-à-dire à la fois économique, social et environnemental, mais au moins pas parmi les principaux, c'est ça, quoi. C'est réellement ça. Donc il y a quand même très loin dans notre affaire de la coupe aux lèvres. Je voulais vraiment vous le dire, parce que on voit bien avec la crise de 2008 ce qui s'est passé, quoi. On était tous allés, on était très fiers de la conférence de Copenhague, et puis la crise est arrivée, on a remis tout de côté. Regardez l'Allemagne, je le disais à Anne tout à l'heure, moi j'essaie d'aller une fois par an rencontrer mes collègues de la Commission du développement durable en Allemagne, qui pensaient que l'Allemagne c'était le top de modèle vertueux. Bon, quand on commence à leur dire ouais, mais attendez, mais après comment vous réduisez votre gaz à effet de serre, et après, il y a quand même des grands blancs, quoi. Donc on peut pas raconter n'importe quoi. Et il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les hommes politiques incarnent des nouveaux modèles. Et pourquoi les hommes politiques n'incarnent pas de nouveaux modèles? Moi qui suis dans un département rural avec plein d'agriculteurs qui pourtant est plutôt de leur tendance politique et qui me suis fait repeindre dans tous les sens ma permanence est un peu saccagée, parce que quand on est sur le terrain, c'est quand même mieux, excusez-moi, d'avoir un peu de bobos et des gens qui sont des bien-pensants en face de soi dans des réunions publiques, que d'avoir des gens qui vous rentrent dedans en disant mais t'arrêtes tes conneries, nous on veut continuer à produire, nous ceci, nous cela, quoi. Donc il faut quand même que le modèle il soit poussé collectivement. Il est toujours très difficile de répondre aux questions de Jean-Marc, donc je vais répondre par 2 chiffres qui sont naturellement faux, mais qui au moins permettront de répondre. Je répondrai 9 sur 10 et 1 sur 10. Le discours de politique générale du Premier ministre début juillet a adopté un objectif de société neutre en carbone à 2050. Et très honnêtement, au sein de la fonction publique, je crois que la plupart des hauts fonctionnaires croient en la nécessité d'aller vers une société neutre en carbone, ainsi que l'a évoqué l'accord de Paris, dans la deuxième moitié du siècle. Donc, je crois que la plupart des fonctionnaires sont convaincus de cet objectif. Par contre,
à la question que tu ne m'as pas posée, qui est de savoir si les mêmes fonctionnaires croient que cet objectif est atteignable ou croient que cet objectif est possible, j'ai peur de devoir répondre plutôt 1 sur 10 que 9 sur 10. Quand je vois les sociétés pétrolières... C'est pas mal 1 sur 10 déjà. Même moi, par moment, suivant les heures de la journée, je ne sais pas où je suis. Quand je regarde les prospectives des sociétés pétrolières, visiblement, elles sont toujours à la même consommation d'hydrocarbures en 2040 qu'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler d'aller vers la société neutre en carbone. Donc, quand je croise des personnes proches du milieu pétrolier, l'idée de se passer des véhicules thermiques à 2040 est quasiment une douce rêverie. Donc, de là, la nécessité, de se convaincre de l'objectif. Nous sommes quand même à une augmentation de température qui a été prodigieuse. On était à 0,8 en 2012 au moment de la sortie du GIEC. On est à 1,1 degré l'année dernière. Sinon plus parce qu'on mesure mal la température sur les pôles. Donc, on est très proche de 1,5 degré et on est à une augmentation de température prodigieuse et qui se continue. Donc, oui, il faut y aller. Oui, ça va réclamer un certain nombre d'efforts et une transition énergétique. Et je ne suis pas sûr que tout le monde, aussi bien les politiques que les hauts fonctionnaires, mais que moi-même aussi, sommes conscients de toutes les transformations qu'il va falloir réaliser pour atteindre cet objectif. J'avais la même question pour le citoyen et pour Anne, si tant est que tu acceptes d'y répondre. Donc c'est pareil. Dans tous les gens qui disent c'est vachement bien ça, estimation personnelle, quelle est la fraction qui a commencé à comprendre le début du quart de ce que ça signifiait en termes de contrepartie? Le citoyen lambda, c'est ça? Oui, le citoyen. Madame Michu, est-ce qu'elle se lève le matin en se disant non. neutre en carbone ou est-ce que ça va changer dans sa vie? C'est ça ta question? Oui, exactement. C'est, à ton avis, quelle est la fraction qui comprend ce que ça peut changer dans sa vie? Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui ne sont pas dans nos milieux au moment de la COP 21 et qui comprenaient, je pense qu'en France, il y a une bonne compréhension des enjeux du changement climatique et de l'importance. Enfin, là, il y a eu un sondage très récemment qui montre encore que c'est la préoccupation numéro 1. Par contre, dans les discussions que je peux avoir avec des gens lambda, ils ne voient pas qu'est-ce que ça veut dire pour effectivement eux-mêmes. Et ils me posent souvent la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on n'arrive pas nous-mêmes, association, à montrer le lien effectivement entre cet enjeu global qui fait très peur et ce que ça va changer, comment ça peut être un monde très agréable à vivre également, avec des changements évidemment qu'il faut adopter, mais qui peuvent être positifs. Donc il y a effectivement... mais c'est aussi chacun on propose des visions qui sont pas exactement la même. Par exemple, on parlait de la mobilité. La mobilité, c'est quand même le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, donc c'est un enjeu majeur. Je pense que tout le monde l'a en tête, en mélangeant un peu aussi avec l'enjeu pollution de l'air, mais on résoudra les deux problèmes, donc c'est pas si grave s'il y a un mélange dans l'opinion publique. Certains vont dire c'est pas grave, on remplace tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Nous, clairement, on va dire ça marchera jamais comme ça, c'est ni réaliste ni souhaitable, et donc il faut aussi la moitié de la solution, ça sera aussi par du report modal, c'est-à-dire des transports en commun, des mobilités actives. Il y a des choses qui sont hors des radars actuellement, qui sont par contre dans le quotidien des gens, mais qui sont hors des radars encore des politiques, comme le vélo. On a vu 130 000 ventes de vélos à assistance électrique par an. C'était complètement inenvisagé. D'ailleurs, c'est pour ça que Bercy coupe le robinet de l'aide, et on espère qu'ils vont revenir sur ce sujet. Mais il y a d'autres optiques de mobilité qui se développent. On a aussi la réduction des mobilités contraintes avec du télétravail et autres. Donc c'est vrai que je pense que parfois, sur certains domaines, par contre, les gens sont plus en avance dans leur pratique ou dans leur vision du futur de la mobilité que certaines politiques qui sont proposées. D'accord. Comme Bertrand doit se sauver dans 10 minutes, je propose de passer la parole à la salle pour un premier jet de questions. Pendant que le micro circule, TSP vient de sortir un excellent rapport sur la mobilité dans lequel on parle plein du vélo et que je vous conseille évidemment.
Bonjour, André-Jean Guérin. Pendant des centaines de millions d'années, la photosynthèse a réduit la quantité de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et c'est devenu du charbon, du gaz et du pétrole. Aujourd'hui, selon le GIEC, le secteur des terres, c'est-à-dire celui de la photosynthèse, émet 25% des émissions de gaz à effet de serre. L'alimentation en Europe, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors que on pourrait imaginer un secteur quasiment neutre en carbone, l'alimentation. Pourquoi ne parle-t-on pas plus souvent de ce que Madame Michu pourrait faire en arrêtant d'acheter de la viande? Merci. On va attendre la troisième question. Bonjour. Merci pour la table ronde. Damien Detchery, ingénieur en reconversion. Ma question, ce serait pour vous, monsieur le député. Dans votre discours, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc que vous sous-entendez, c'est qu'il va falloir remettre tellement de choses en question. Est-ce que vous, personnellement, vous avez remis en question la croissance économique comme moteur de la société? Et j'ai regardé sur Wikipédia votre appartenance politique. Donc, si vous remettez vous êtes député UDI, c'est ça? Si vous remettez en question la croissance économique, je trouve ça hyper surprenant pour un député UDI. Donc, ma deuxième question, ce serait, est-ce qu'il y a d'autres députés à l'Assemblée, quel que soit leur parti politique, qui partageraient cette sensibilité, qu'il faut remettre tellement de choses en question, en particulier la croissance économique? Voilà. Je vais répondre, puis je vais laisser la parole à mes amis. Sur la croissance économique, mon modèle, c'est le modèle d'un développement humain, c'est-à-dire à la fois économique, social et environnemental. Voilà, c'est mon modèle, c'est l'épanouissement de tous par l'autonomie et la responsabilité dans le cadre d'un développement enfin humain. J'ai écrit le manifeste du Parti radical, j'ai veillé à faire en sorte que ça soit articulé dans ce sens-là. C'était d'ailleurs assez compliqué de l'expliquer. Bon, mais voilà. Alors après, ce que j'entraîne moi-même tous les gens de ma formation politique, j'ai pas encore cette ambition-là pour le moment, mais ça évolue. Et je suis d'ailleurs très frappé de voir qu'y compris chez les parlementaires très libéraux, enfin très classés à droite, il y a une évolution dans cette conception. Alors après, évidemment, on est bourré de contradictions. Je suis moi-même bourré de contradictions dans ce que je fais, dans ce que je fais au quotidien. Mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes incarner ce nouveau modèle de société. Et ça passe d'ailleurs par un positionnement dans le cadre de mes actions politiques. D'abord, je suis complètement centré uniquement sur les questions de développement durable et d'aide au développement. À travers des moyens pour tracer tout ça. C'est également un très très beau sujet sur le plan national et européen avec le travail de la France. Alors sur le modèle, la question sur le modèle français, européen et le modèle mondial, moi j'attire quand même votre attention sur le fait que ce qui distingue la France et l'Europe de pays anglo-saxons, notamment des États-Unis, c'est que on a nous cette capacité à tirer notre pays, par des modèles, et on fait pas uniquement confiance au prix offre et de la demande, même si on souhaite internaliser les prix induits. Bon, et j'observe quand même que quand la France a une capacité de tirer son nouveau développement à travers des modèles, elle a aussi la capacité de le faire sur le plan de l'Union européenne. Et quand la France a voulu vraiment avancer dans ces domaines du développement durable sur le plan
plan européen, l'Europe a avancé. L'Europe est quand même la première puissance économique mondiale. C'est un géant sur le plan politique, mais un géant sur le plan économique, mais un nain sur le plan politique. Quelle est la faute ? Elle est aussi collective. Mais quand l'Europe commence à dire attendez, sur les marchés, la régulation, etc., on veut quand même avoir dire quelque chose. Bon, on voit que les groupes mondiaux bougent aussi. On voit bien que on va pas faire ce modèle mondial à nous tout seuls, mais je pense qu'on a vraiment cette part de responsabilité. J'attire votre attention également au fait qu'on a des grands groupes mondiaux qui rayonnent pas uniquement en faisant du bénéfice pour le bénéfice, mais qui tirent aussi le nouveau modèle à travers la RSE et à travers cet engagement. Donc il faut aussi qu'on prenne évidemment notre responsabilité dans le domaine. Merci, je suis désolé de partir. En tout cas, bravo. Quelques points complémentaires par rapport aux différentes questions posées. Sur la première question, faut-il que l'Europe, qui représente 12% des émissions de gaz à effet de serre, fasse quelque chose tout seul? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je vais reprendre la démonstration qu'effectue Tirole dans son dernier ouvrage. Ça ne sert... Comment dirais-je? Il prend la question du pétrole. On fait beaucoup d'efforts, on réduit notre consommation de pétrole, donc on réduit la demande de pétrole. Si on réduit la demande de pétrole, le prix mondial du pétrole va baisser, les autres pays vont en acheter plus, donc vont éliminer l'effort qu'on est en train de faire. Donc, je suis encore plus pessimiste que vous. Si on agit tout seul, ça ne sert à rien. De là, la nécessité et l'importance d'un des objectifs de la CCN-UCC ou de l'accord de Paris, qui est de faire le point, normalement dans un dialogue dit de facilitation à partir de l'année prochaine, pour savoir où on en est au plan mondial des émissions de gaz à effet de serre et les efforts à effectuer de manière supplémentaire pour y arriver. Certes, avec Trump, ça ne va pas être facile, mais c'est absolument nécessaire. Et d'autre part, même si au plan mondial ça ne marche pas, vous avez un impératif que je qualifierais d'éthique ou de morale, qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, ça peut ne servir à rien, mais pour moi, il faut absolument le faire. Sur la question d'André Jean a bien naturellement raison. Il faut chercher à consommer moins de viande, mais plus fondamentalement, et Bertrand Pancher l'a bien évoqué, le secteur de l'élevage est un secteur qui économiquement rencontre des difficultés considérables et qui doit évoluer. J'espère que les états généraux de l'alimentation vont apporter non pas des réponses totales, je crois que la crise est trop profonde, mais un certain nombre de débuts de réponse à cette question. Sur la question de la croissance, la mondialisation marche mal, elle crée des inégalités. Le PIB est un mauvais indicateur. France Stratégie a travaillé avec le CESE pour produire des indicateurs complémentaires pour une nouvelle croissance. Néanmoins, je crois profondément que nous avons besoin de croissance et de développement pour créer des emplois, pour avoir une société du vivre ensemble qui se passe bien. Si nous sommes dans une situation des années 30 avec un repli nationaliste des différents pays, au contraire, ça va mal. Donc de là, mon credo profond, qui m'est profondément personnel, que nous devons aller chercher la croissance, chercher une croissance meilleure qu'aujourd'hui, chercher une mondialisation bien meilleure qu'aujourd'hui, mais nous devons aller vers cette croissance. Oui, juste rapidement sur le fait pourquoi agir si les autres ne font rien. Alors, il ne faut pas imaginer que les autres ne font rien. C'est aussi peut-être quelque chose qu'il faut avoir en tête. L'accord de Paris, quasiment tous les pays ont signé. Je crois que maintenant, avec le retrait potentiel des USA, il ne reste plus que le Nicaragua, je crois, qui n'a pas signé. Donc, c'est quand même ou la Syrie, pardon. Oui, le Nicaragua a signé, justement, c'était le dernier, voilà, pardon. Et c'est la Syrie qui reste le dernier pays. Ça ne veut pas dire que tous ces pays ont décidé d'agir fortement. On sait que la somme des contributions de chaque État arrive à plus de plus 3 degrés, donc on n'est pas du tout au niveau. Ça veut dire qu'en 2018, il faut remettre les gens autour de la table pour rehausser les objectifs, mais on ne peut pas dire que rien n'est fait. Et par ailleurs, on voit que quand la France fait des annonces, par exemple, sur l'arrêt des ventes
ventes de véhicules essence et diesel en 2040. Il y a d'autres pays ou des villes qui suivent. Et donc, ça peut aussi avoir un effet d'entraînement. Donc, c'est important de continuer à montrer, à essayer de montrer l'exemple, même si parfois on a du mal à concrétiser nous-mêmes en France. Sur l'alimentation, effectivement, 30% des émissions de gaz à effet de serre, parce que 20% liés à l'agriculture, et puis on rajoute l'agroalimentaire, les transports liés à ce qu'on va manger. On arrive à 30%, donc c'est un enjeu majeur. Et pour l'agriculture, on sait qu'il y a deux grands domaines. C'est l'élevage, donc réduire la consommation de viande, et les engrais azotés. Il y a pas mal de choses qui sont faites dans le domaine. On sait que c'est aussi meilleur pour la santé de réduire sa consommation de viande. Il y a actuellement un plan national nutrition santé qui est en révision, qui devrait, on l'espère, proposer une réduction de la consommation de viande qui s'appliquera du coup dans la restauration collective. Donc voilà, des pistes qu'il faut effectivement renforcer dans ce sens-là. Pendant que le micro passe pour le prochain, moi j'ai une question pour Dominique. Tu dis il faut de la croissance parce qu'il faut de l'emploi. Alors question, votre honneur, au fond ce qui compte vraiment c'est l'emploi ou c'est la croissance pour la croissance? Dit autrement, si quelqu'un arrive avec une démonstration probante en te disant moi je sais créer de l'emploi et pour ça j'ai pas besoin de la croissance, quelles que soient les hypothèses sous-jacentes, tu acceptes d'en discuter ou tu dis non, moi je veux absolument qu'il y ait de la croissance, ça fait partie des conditions non négociables, ou c'est l'objectif ultime? Voilà. Merci de cette question. Ma réponse est simple. C'est ni la croissance ni l'emploi. C'est le vivre ensemble qui compte le plus. C'est arriver à ce que chacun vivre ensemble et arriver à ce que chacun puisse avoir des conditions de vie décentes. Et pour l'instant, malheureusement, la mondialisation va créer des inégalités encore plus fortes qu'auparavant. Donc, en ce sens, la mondialisation ne va pas. Je suppose que tu en es d'accord. Je suppose que tu as répondu à la question, donc c'est parfait. Je laisse les gestionnaires du micro faire circuler le micro. Bon. Ami Dahan, donc moi j'ai suivi depuis pas mal d'années les négociations climatiques et j'étudie la gouvernance climatique. Donc j'attire votre attention, c'est pas tout à fait une question, sur l'expression objectif zéro émission nette. Vous savez que dans le cadre de la Convention et de l'accord de Paris de 2015, il y a cette expression de zéro émission nette. Et dans le rapport du GIEC, la partie qui concerne le troisième groupe, donc les économistes, cette expression est omniprésente. Zéro émission nette. Or, de quoi il s'agit? Et c'est pour ça que j'attire votre attention, c'est une expression qui peut être extrêmement dangereuse. Parce que, en particulier, dans le rapport du GIEC, et qui avait été précédé d'un rapport qui s'appelle le Gap Emissions Report, qui était l'écart. C'était un rapport qui faisait un peu le bilan de l'écart entre justement ce qu'il fallait pour respecter, disons, l'objectif des 2 degrés et avoir des trajectoires du 21e siècle pour cet objectif et les engagements des pays, puisqu'on est depuis finalement déjà 3-4 ans maintenant dans la démarche des INDC et donc des objectifs. Donc on mesure tout le temps l'écart. Eh bien, dans le rapport du GIEC, sur les 400 scénarios qui ont été pris en compte pour faire ce rapport, il y en a 344 qui font quoi? Qui dépassent l'objectif des 2 degrés, mais très nettement, et qui ensuite prétendent, par des émissions négatives, c'est le vocabulaire des émissions négatives, rééquilibrer pour avoir après, c'est la fameuse forme du collapse, on dépasse et puis après on collapse. Et donc on redescend asymptotiquement et entre guillemets miraculeusement vers le zéro à la fin du siècle, à la fin du 21e siècle, parce que c'est ça l'idée. Donc je crois que cette expression, elle est dangereuse. Et si on discute avec les scientifiques, en particulier les scientifiques des groupes 1 et 2,
ils vous disent ces technologies des émissions négatives, elles n'existent pas. C'est d'ailleurs ce que Anne Bringot a plus ou moins dit au début, c'est-à-dire cette idée qu'on va absorber les émissions nettes par quoi? Alors, quand c'est de façon raisonnable en disant on tient compte des forêts, bon, ça va. Mais quand il s'agit maintenant de cette nouvelle technologie qu'on appelle BECCS, c'est en gros de la bioénergie et de l'émission, c'est-à-dire cette idée est à des échelles qui sont totalement non réalistes, parce que dans la plupart des émissions, dans des scénarios du GIEC, par exemple, il y a le BECCS, c'est-à-dire cette idée de planter un certain nombre de végétaux particuliers qui pousseraient très vite, absorberaient du carbone au cours de leur croissance, mais ensuite qu'on coupe, qu'on brûle pour faire de l'énergie, mais tout en absorbant immédiatement le carbone au cours du brûlage, et qu'on injecte dans le sol, et qu'on compresse, et qu'on liquéfie. Et c'est tout ça le BECCS, hein, et c'est très bien expliqué d'ailleurs partout, et ça donne ce qu'on appelle voilà, c'est ça la source des... Et dans la plupart des scénarios, on a des échelles absolument hallucinantes. C'est-à-dire que la moitié de l'Inde serait consacrée au BECCS, par exemple. Si on transforme ça en question, pardon, non, mais ça veut dire la question, c'est la vraisemblance des scénarios qu'on suit, quoi, c'est ça? Oui, et puis sur... Non, mais il y a des scénarios farfelus, ça, on en connaît tous 253. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces scénarios farfelus, ils sont dominants, y compris dans le troisième rapport du troisième groupe du GIEC, du cinquième rapport du GIEC. D'accord. C'est ça que je veux dire, et que l'expression zéro émission nette est extrêmement polluée à l'heure actuelle, et qu'à mon avis, il ne faudrait pas l'utiliser, y compris en France, parce que c'est pas clair le zéro émission nette. C'est quoi zéro émission nette? D'accord. Donc c'est la question du scénario et de la référence. Okay. On prend une par une? Oui. Jacques Trainer, membre du comité d'experts du Shift. Oui, parmi les idées, alors je ne sais pas si elle est farfelue ou pas, mais il y en a une qui est, à mon avis, très intéressante, et ça vaut le coup d'aller regarder un peu la littérature, c'est celle d'absorber directement le CO2 de l'atmosphère. Alors, c'est évidemment pas un truc industriel, c'est à peine au niveau du laboratoire, mais ceux que ça intéresse, vous allez voir le site de Klaus Lackner, Lackner, c'est extrêmement intéressant. C'est 600 € la tonne, quelque chose comme ça, d'extraire le CO2 de l'atmosphère. Mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Le problème développement, croissance, pas croissance, à mon avis, enfin, bon, je sais pas, c'est peut-être plus intéressant de le traiter sous l'angle des inégalités et du développement des inégalités. Si on projette un peu les demandes énergétiques au cours du siècle, c'est pas difficile de se rendre compte que si on maintient les inégalités mondiales au niveau où elles sont, y compris dans les pays où elles sont évidemment extrêmement fortes, comme en Chine, en Inde, etc., un peu partout, ça coince, quoi. On n'y arrive pas. Il n'y a pas les ressources énergétiques pour faire ça. Donc, le traitement des inégalités, mis à part le côté éthique, moral, tout ce qu'on sent, etc., sur le plan de l'énergie, c'est terrible, quoi. Hein, bon. Alors, sur le fait de faire quand même quelque chose, je pense qu'il y a évidemment la contrainte climatique qui est la plus immédiate, mais il y a aussi l'épuisement des ressources. C'est quand même, si on ne remplit pas la contrainte climatique, on va peut-être brûler, pas tous, mais il y a quand même l'épuisement des ressources, et le pétrole, le pic, on l'a déjà passé, etc., etc. Donc c'est pas idiot quand même, de ce simple point de vue-là, d'essayer de réfléchir à utiliser moins de combustibles fossiles. Mais la question que je voulais surtout aborder, c'est celle, mais très rapidement, c'est le fait que, bien sûr, aujourd'hui, on discute de neutralité carbone. Mais je ne sais pas si on peut discuter maintenant, de nos jours, de neutralité carbone sans discuter d'adaptation à un changement climatique qui aura lieu de toute façon. Et si on fait comme si... Enfin, on n'en parle pas du tout. Or, s'adapter, c'est à la fois traiter le problème du changement climatique, mais
hic et nunc, c'est-à-dire maintenant, dans ma région, chez moi, qu'est-ce que ça signifie? Pas dans mon petit appartement, mais dans ma région. Et un exemple de travaux qui me paraissent extrêmement utiles et qui se développent de toute façon, c'est ce que Hervé Le Treut, avec 150 gens de terrain, ont fait sur le changement climatique en Aquitaine, c'est parce qu'il est de Bordeaux, et de regarder, voilà, comme de toute façon les climatologues sont incapables, puisqu'ils ont un point tous les 50 km, le Mont Blanc a disparu. Donc ils sont incapables de prévoir localement ce que ça signifie, le changement climatique. Eh bien, il faut s'appuyer sur les gens de terrain qui ont une expérience séculaire de ce qui se passe, qu'il y a plus d'eau, moins d'eau, le niveau de la mer qui augmente, etc. Et c'est des nouvelles formes de démocratie qui sont à mettre en place et où la communauté académique se rejoint et doit discuter et réciproquement avec les gens de terrain. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que, en tant que responsable, etc., bon, c'était aussi pour le responsable politique, mais qu'il faut véritablement lier systématiquement ces deux questions-là, c'est-à-dire la contrainte climatique et l'adaptation, c'est-à-dire le fait de limiter, mais aussi l'adaptation à un changement qui de toute façon aura lieu. Le Sidi Ibrahim, ça sera les vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux, ça sera dans les Pays de Loire. Et les Pays de Loire, on produira en Cornouailles. Ça, c'est la bonne partie. Beaucoup de questions. Alors, Madame a parfaitement raison. Ce qui est nouveau avec ce concept de neutralité carbone ou d'équilibre entre les émissions et les puits de carbone, c'est pas tellement l'atténuation, donc la réduction des émissions. Alors après, on a les débats sur qu'est-ce qu'on fait dans les transports, l'alimentation. Ça existait déjà. Ce qui est nouveau, et pourtant, c'est bien une contrainte physique d'arriver à cet équilibre. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça fait entrer le questionnement sur les émissions négatives. Et c'est ça, maintenant, le sujet qui est en débat. Et effectivement, dans les scénarios du GIEC, la variable d'ajustement, c'est le BECS. Et finalement, on sait plus comment boucler à la fin. Ce qui reste... Voilà, je mets une étiquette BECS dessus et j'ai fini sa boucle. C'est extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que c'est là-dessus maintenant qu'il faut qu'on travaille, je pense, pour essayer de construire effectivement notre visibilité, ce qu'on veut faire et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette neutralité carbone, au moins en France, puisque c'est l'objectif qui est dans le plan climat, mais évidemment avec une vision aussi à l'étranger où il y a d'autres questionnements sur les droits humains, les propriétés des terres, etc., etc. Effectivement, il y a d'autres solutions qui émergent, comme l'absorption de CO2 dans l'atmosphère. Donc, voilà, il va y avoir des tas de techniques proposées d'émissions négatives, et ça va être important, effectivement, de pouvoir avoir un avis un peu éclairé sur ces dossiers. Les inégalités, effectivement, un enjeu extrêmement important. On sait qu'il y a encore une grande partie de la population en Inde qui n'a pas accès à l'électricité. On sait aussi que parmi les pays émergents, on a des modes de développement qui sont en train d'évoluer et qu'on peut passer peut-être plus rapidement à des modes de développement compatibles avec ce qu'on attend sur une évolution du climat. Mais effectivement, ça veut dire que les pays développés et les pays les plus riches doivent faire plus d'efforts. Et au sein des pays les plus riches, n'oublions pas les plus précaires. Et donc nous, c'est vrai qu'on a salué le fait aussi qu'il y ait des annonces faites par Nicolas Hulot d'accompagnement pour les ménages les plus précaires pour isoler leur logement, pour avoir accès à une mobilité moins polluante, si en contrepartie, effectivement, on a une hausse des taxes carbone. Donc, gardons en tête ces deux enjeux absolument indispensables, à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais à la fois, effectivement, ne pas creuser les inégalités et même autant que possible les réduire. Épuisement des ressources naturelles, évidemment, il faut avoir une vision systémique et donc le climat, c'est essentiel, mais il y a bien d'autres enjeux à prendre en compte. On parle souvent du lithium. Enfin, je sais que j'avais assisté à un atelier du Shift qui était très intéressant sur ce sujet-là également. Et l'adaptation, c'est un sujet qui monte. Alors il y a quelques ouragans qui ont réveillé aussi un peu les consciences sur le fait que pour l'instant, on n'est pas prêt.
aux conséquences des changements climatiques. On avait déjà eu une canicule très meurtrière. Donc c'est des choses qui vont de toute façon se mettre en place. Certains secteurs comme le vin sont déjà, enfin je sais qu'en Champagne, vraiment comme c'est vraiment une richesse importante pour cette région, le vin de Champagne est très conscient de ça et prépare un avenir dans un climat qui évolue. Voilà, en France, on aura les capacités financières, techniques pour s'adapter. Ça n'empêche qu'on est un peu en retard et qu'il faut le faire. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'autres pays moins riches qui sont parfois plus impactés encore par les changements climatiques et qui, eux, n'ont pas du tout les capacités financières pour s'adapter. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on demande à ce qu'il y ait davantage de fonds publics alloués à l'adaptation pour les pays du Sud. Et ça, c'est extrêmement important aussi. On en revient à la question des inégalités, bien évidemment. Merci beaucoup. Un point sur les émissions négatives qui est effectivement, en réponse à la question d'Ami Dahan, un des points qui me terrifie profondément. Depuis une dizaine d'années, j'ai compris que les modélisations du GIEC envisageaient effectivement des émissions négatives pour faire tourner leur modèle. Je crois que c'est 500 gigatonnes de CO2, donc plusieurs années d'émissions mondiales. Pourquoi ? Parce qu'un modélisateur l'a fait une fois et les autres l'ont repris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de regarder vraiment la manière dont on peut aller vers la neutralité carbone, on va se dire qu'on peut faire tous les dépassements possibles et ensuite mettre en place des systèmes industriels à des échelles certes très importantes, mais qui nous permettront de réparer nos erreurs. Ma crainte va se matérialiser par rapport à la parution du rapport du GIEC sur le 1,5 degré. Sans émissions négatives, je ne crois pas que le 1,5 degré soit atteignable. Si le rapport du GIEC dit effectivement qu'on peut atteindre le 1,5 degré, peut-être pour des raisons géopolitiques, alors là, ça voudra dire que l'ensemble de la communauté internationale admet cette idée d'émission planétaire. Et si je suis Edson, compagnie tout à fait respectable, si j'ai droit à des émissions négatives, je ne vois pas pourquoi j'interromprais mes émissions positives, puisque je pourrais compenser dans le futur mes émissions positives par des émissions négatives. Et si je suis une compagnie de charbon, je ferai la même chose. Et donc, c'est pour moi une des tentations de ne rien faire qui est considérable et qui me terrifie, oui, c'est le propos que j'ai employé. Donc, de là, l'idée de passer tous les messages possibles à ceux qui écrivent le rapport du GIEC du 1,5 degré, de leur dire que s'ils n'affirment pas que le 1,5 degré n'est pas possible, on est assez mal parti. En matière d'adaptation, certes, l'adaptation est absolument nécessaire. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, la déclinaison des objectifs du développement durable adoptés à New York en 2015, juste avant le sommet de Copenhague, est quelque chose d'absolument essentiel, qu'on ne décline pas forcément assez ou auquel on ne donne pas assez de publicité, mais c'est absolument nécessaire. Sur la question des inégalités, quand on voit les émissions de gaz à effet de serre d'un Américain moyen par rapport au reste de la population, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il y a des pays qui doivent faire beaucoup plus d'efforts que d'autres. Bonjour, Marine Simoine. Moi, je suis ici. Je vais changer d'échelle, je vais retourner un peu sur Madame Michu. Moi, ce que je me demandais, c'est qu'on parle toujours d'INDC au niveau national, enfin, des grands objectifs nationaux. Et pourquoi on n'arrive pas à les traduire au niveau des territoires ? Enfin, je prends par exemple la politique publique sur la subvention de véhicules électriques. Donc on va donner 6 000 €, ce qui me paraît énorme. Déjà, ça peut viser une classe sociale qui est déjà aisée, qui va pouvoir se l'acheter. En plus, on est aussi en train de viser, par exemple, un citadin qui laisse sa voiture dans son garage. Alors, dans ce temps-là, autant subventionner un véhicule thermique qui, au final, va émettre moins de CO2 si on prend tout son cycle de vie. Donc, en fait, pourquoi on réfléchit toujours au niveau national et pas plus au niveau des territoires ou au niveau des individus ? Donc, à Madame Michu.
Bon, là, en tant que je vais reprendre ma casquette Claire, qui est le réseau pour la transition énergétique, qui est une association qui rassemble 300 adhérents qui sont pour un tiers des collectivités, un tiers des entreprises, un tiers des associations, notamment des espaces info-énergie. Et donc, on co-anime un réseau des territoires énergie positive, les TEPOS, depuis 2006. Et donc, ce sont effectivement des territoires pour l'instant ruraux qui réfléchissent, la collectivité, les citoyens, les entreprises locales, à des manières d'évoluer vers le 100% énergie renouvelable. Donc, c'est pas l'ensemble de l'enjeu climatique, mais en tout cas, c'est la question énergétique, et qui mettent en place voilà, des solutions de production d'énergie renouvelable, de réduction de consommation d'énergie. Il y a aussi de plus en plus de projets de production d'énergie renouvelable qui sont portés par des citoyens, donc où des gens peuvent investir et décider, par exemple, qu'une partie de l'argent va aller financer un poste de quelqu'un qui va aller voir les ménages ensuite pour les aider à rénover leur logement. Donc il se passe en fait beaucoup de choses aussi dans les territoires, sans doute pas assez, mais c'est vraiment à la maille du territoire effectivement qu'il faut agir, parce que c'est là qu'on peut accompagner les ménages pour les aider à rénover leur logement. C'est là qu'on peut effectivement avoir des solutions de mobilité alternatives en mettant en place voilà, des infrastructures par exemple pour le vélo, des transports en commun, du covoiturage ou différentes pistes. Donc, il y a des choses qui se passent. Moi, je vous incite à vous manifester auprès de votre collectivité, parce qu'en ce moment, il y a des plans climat, air, énergie territoriaux. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est effectivement ce que la collectivité décide de faire en matière de politique climatique qui vont être créés là en 2018. Au niveau des régions, il y a aussi des schémas régionaux qui sont en préparation. Donc n'hésitez pas à vous investir ou avec des associations locales pour essayer justement de faire les choses très localement et correspondant aux besoins effectivement des personnes et des citoyens. C'est extrêmement important et on doit tous effectivement se mettre en capacité d'agir et pas d'attendre que tout vienne de l'État, même si l'État doit donner un cadre général, des normes effectivement et agir avec la fiscalité, mais il y a énormément de choses qui doivent être faites au niveau territorial. Je ne peux que m'associer à la réponse précédente avec un ou deux compléments sur le véhicule électrique. Si je souhaite un jour que le véhicule électrique soit, ou le véhicule propre, n'importe quel type de véhicule, hors pétrole ou gaz, soit l'élément dominant, à un moment, je dois encourager sa diffusion pour qu'il y ait un effet d'échelle, pour que le prix baisse et pour qu'effectivement, il puisse remplacer des véhicules à pétrole. Donc, de là, aujourd'hui, une subvention qui est extrêmement élevée, bien plus élevée que le prix du carbone, et qui, normalement, doit diminuer au fur et à mesure que le véhicule propre ou le véhicule électrique se diffuse dans la société, ne serait-ce que parce que le budget de l'État ne pourra pas suivre si effectivement le véhicule électrique se diffuse bien plus fortement avec une telle subvention. Donc de là, parfois, des signaux de la part de l'État qui sont en distorsion par rapport au signal normal. Le signal normal, pour moi, normalement, c'est le prix du carbone, mais il est relativement invisible, relativement inconnu, pas assez élevé. Néanmoins, je crois nécessaire de l'augmenter régulièrement et de faire de la pédagogie, notamment sur le prix de l'essence, à partir de ce signal carbone. Je voudrais faire un complément de méthode sur la question qui a été posée. Plus on descend à une maille géographique qui est petite, et moins il y a de correspondance entre les émissions directes ou l'énergie directement, entre guillemets, produite sur le territoire et les services que vous donnez aux habitants du territoire. Si je prends un territoire qui est cette salle, vous êtes tous habillés, du reste c'est interdit dans ce pays de se promener tout nu, et les émissions de fabrication des vêtements n'ont pas pris place ici. Vous allez manger à midi, enfin je vous le souhaite, et les émissions de production de la nourriture n'ont pas pris place ici. Vous êtes venus en vous déplaçant autrement qu'à pied pour un certain nombre d'entre vous, et les émissions à la fois de fabrication du matériel qui vous a transporté et de traction du matériel qui vous a transporté prennent pas place dans cette salle. Donc plus on descend à un maillon petit, et c'est une des grandes perversions de mon point de vue
sur tout ce qui est autonomie énergétique des territoires, etc., c'est qu'on masque complètement les effets de transfert qui deviennent dominants quand on réduit la taille géographique de ce qu'on regarde. Et je vais finir avec un exemple qui est la Suisse. La Suisse a des émissions directes de gaz à effet de serre par personne qui sont de l'ordre ou inférieures à ce qu'elles sont pour un Français. Par contre, l'empreinte carbone globale d'un Suisse est une des plus élevées d'Europe, parce que ne sont pas dans les émissions directes de la Suisse les voyages en avion, la fabrication de leurs voitures, la fabrication de leurs vêtements, la fabrication de leur électronique, de ceci, de cela. Et quand on totalise tout ça, ils ont une des empreintes, tout simplement parce que ça fait partie des plus riches. Il n'y a pas de mystère, donc on en revient à la question de la croissance. Donc ils ont les émissions par personne parmi les plus élevées d'Europe. Voilà, donc c'était un élément de méthode, juste ça, pour dire que plus on descend à une petite maille, et plus il faut se méfier des approches simples, voire simplistes, qui est je gère le problème à mon échelle. Cette réflexion, on peut l'avoir aussi à l'échelle d'un pays par rapport à son industrie. Est-ce qu'un certain nombre d'industriels vont délocaliser pour émettre les émissions de gaz à effet de serre ailleurs et importer leurs produits sans émissions de gaz à effet de serre? Bonjour, deux petites questions. Pour revenir au vivre ensemble et améliorer le bien-être, est-ce que vous pensez qu'on peut viser cela via une réduction démographique? Et deuxième question, pour revenir aux 100% véhicules électriques d'ici à un moyen terme, cela sous-entend donc qu'on va produire plus d'électricité et ça va être de l'électricité décarbonée. Du coup, comment envisagez-vous de la produire? Alors, Myrto, tu as une question de la même veine? Oui, merci. Donc on va faire les deux. Forcément. Je reviens un petit peu au titre de cette table ronde. Quand on parle d'objectif zéro émission nette, j'ai été assez surprise, je dois dire, de vous entendre vous référer pour deux des intervenants, et notamment Monsieur Pancher, qui malheureusement nous a quittés, au scénario négawatt comme étant d'abord le seul, et ensuite le scénario le plus crédible visant les zéro émission nettes. Tout d'abord, j'ai connaissance d'un scénario qui s'appelle Négatep, qui est aussi sur périmètre français et donc qui n'est pas négawatt. Effectivement, je regrette qu'il n'y en ait pas plus. Peut-être devrait-on demander à l'ADEME, au lieu de faire des scénarios 100% énergie renouvelable, qui finalement ne sont pas vraiment la question qui est posée, devrait faire des scénarios zéro émission, puisque c'est quand même l'objectif final. Et que dans les renouvelables, on sait qu'il y a notamment la biomasse qui n'est pas toujours compensée, voire assez rarement, en tout cas au vu des objectifs. Et finalement, pour ce qui est de la question de la crédibilité du scénario négawatt, pour prendre que quelques exemples et pas m'étendre trop longtemps, il implique de réduire la demande en énergie primaire de 66%, alors qu'on vivrait une augmentation de la population de 15%. Il requiert que cet effort soit fait beaucoup par le biais de sobriété qui mettra en avant les usages les plus utiles. Et alors, je cite, restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles. Alors là, je défie qui que ce soit dans un État démocratique comme le nôtre de trancher sur ce qui est extravagant et nuisible et pour qui. Dans les transports, le nombre de kilomètres parcourus par personne chaque année diminue de 25%, ce qui va complètement à l'encontre des tendances actuelles. Pour ce qui est de la consommation de viande, elle est réduite de moitié par an par Français. Dans la consommation énergétique de l'industrie, il y a un gain d'efficacité de 35% sur les moteurs électriques. Et enfin, une baisse de 10 à 70% des besoins en matériaux des industriels, qui laisserait penser que jusqu'à maintenant, les industriels français ont été quand même assez généreux et pas très regardants sur leur propre méthode de production. Alors, moi, personnellement, ça ne me paraît pas très crédible. Et effectivement, je vous demande votre avis sur est-ce qu'on ne devrait pas réclamer plus de scénarios objectif zéro émission plutôt que 100% renouvelables? Et est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser à ce que ces scénarios soient réellement crédibles et pas juste crédibles parce qu'ils sont les seuls ou les plus médiatisés? Excusez-moi d'avoir été un petit peu longue. Il n'y a pas d'autres.
La démographie, alors il y a un article qui circulait récemment, que j'ai posté d'ailleurs sur mon compte Twitter, d'un journaliste américain et qui explique pourquoi il répond plus à la question sur la démographie. Et je trouvais ça assez intéressant. Alors, il disait, oui, chaque fois qu'on a une discussion sur le climat, il y a toujours une question sur la démographie. Donc effectivement, ça se confirme. Et en fait, si on parle de démographie, finalement, on ne pose pas le vrai problème, parce qu'on voit bien que, et ça a été dit, un Américain, il n'a pas du tout les mêmes émissions de gaz à effet de serre que quelqu'un qui habite au Bangladesh ou au Mali. Et donc finalement, on mélange des choses qui ne sont absolument pas comparables. On pourrait avoir beaucoup plus d'habitants dans les pays pauvres, tant qu'ils restent pauvres. Hein. Mais du coup, la vraie question, si on avait moins d'habitants dans les pays riches, la vraie question, du coup, c'est la question des inégalités. Et donc, le vrai sujet à traiter, c'est pas tant celui de la démographie que celui de la réduction des inégalités et comment on arrive à vivre dans un monde où il y a des ressources soutenables et utilisées de manière soutenable par tous. Et puis si on veut vraiment parler aussi de démographie, eh ben, on va parler de l'éducation aussi et des possibilités pour les femmes dans le monde d'avoir accès à l'éducation, parce qu'on sait que si on aide les femmes à avoir, les jeunes filles à avoir accès à l'éducation, eh bien globalement, en général, elles vont avoir moins d'enfants. Et donc finalement, on devrait plutôt, au lieu de se dire qu'il y a peut-être trop de monde sur cette planète, essayer d'agir plus fortement pour l'éducation des femmes dans le monde. J'ai pas très bien compris la question sur l'électricité, mais je sais plus c'est quelqu'un. Alors, le RTE est en train de faire son étude prospective 2035. Qui sortira le mois prochain, si je ne me trompe pas. Et donc, ça serait très intéressant d'avoir ces chiffres. Il y aura plusieurs scénarios. J'ai participé aux réunions un petit peu de concertation pour cet exercice prospectif. Et ce que j'en ai retenu à ce stade, c'est que malgré des hypothèses très, très élevées, le plus élevé qu'on peut prendre de développement du véhicule électrique, il n'y a aucun scénario où on a une hausse de la consommation d'électricité. C'est-à-dire que l'efficacité, les équipements étant de plus en plus efficaces, donc consommant moins d'électricité, la rénovation des logements, même si elle ne va pas aussi vite qu'on veut, tout ça, finalement, fait que le développement du véhicule électrique, même si on y allait de manière très ambitieuse, ne va pas générer une hausse de la consommation d'électricité. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de rassurant. Sur le scénario négawatt, moi, chiche, on attend d'autres scénarios. Alors, je vous rassure, la DGEC est en train quand même d'en préparer un, puisque justement, c'est un peu la commande avec Nicolas Hulot qui a fixé cet objectif de neutralité carbone en 2050. Ben, la DGEC est en train de préparer ce scénario. Donc, on est plusieurs, je pense, à participer à des réunions de concertation dans différents, par secteur d'activité ou de manière transversale, pour aboutir au scénario de référence de la France pour atteindre ces objectifs, à la fois les objectifs 2030 et puis cet objectif de neutralité carbone. Donc on aura en tout cas le scénario de référence de la France. Je crois qu'après, il ne faut pas caricaturer non plus tel ou tel scénario. Négawatt a le côté intéressant, en tout cas, de ne pas s'appuyer sur des technologies qui seraient potentielles, futures, mais actuellement pas matures, en disant si on a des technologies qui arrivent ensuite, ça sera du bonus, et tant mieux, mais mettons-nous en situation déjà de réduire nos émissions, et on sait que sur la mobilité, il y a des choses à faire, on sait que sur la rénovation des logements, d'ailleurs, Négawatt était presque moins ambitieux que le scénario de référence de la France, de la DGEC dans la SNBC sur le bâtiment, donc on voit qu'il y a des ambitions partagées qui ne sont pas forcément transformées en mise en œuvre. Donc en tout cas, il y a des enjeux, et on le voit tous, cette question de neutralité carbone implique des changements majeurs, et il va falloir que tous les acteurs se mettent autour de la table pour discuter
de quel changement on parle, qu'est-ce qu'on est prêt à changer dans notre quotidien, qu'est-ce que les industries sont prêtes à changer, comment notre mobilité va changer. Je pense qu'il est urgent, effectivement, qu'on ait cette discussion de manière apaisée, avec plusieurs scénarios, plusieurs possibilités d'y aller, mais je dis bien, regardons tous les gaz à effet de serre, et pas seulement le CO2, pas seulement l'énergie, et regardons effectivement cet objectif d'arriver à un équilibre entre les émissions et l'absorption le plus rapidement possible. Juste une précision sur le véhicule électrique. J'avais calculé que 30 millions de véhicules électriques en France, donc le parc de véhicules, représentait environ une consommation de 90 TWh. Donc si vous remplacez les exportations aujourd'hui par la consommation des véhicules dits qui seraient électriques, vous arrivez à passer. À peu près. Sur le 100% d'énergie renouvelable, je crois que c'est un exercice particulièrement intéressant et volontariste de la part de l'ADEME qui a bien amusé les auteurs qui l'ont réalisé et qui posent bien évidemment, et ils le reconnaissent, eux-mêmes, un certain nombre de questions techniques sur le stockage saisonnier de l'énergie, et également un certain nombre de questions sur la stabilité du réseau, mais ça permet de mettre un certain nombre de questions sur la table, de les poser et de travailler. Troisième point, sur les changements de comportement, il est très difficile de dire quels vont être les changements de comportement à 20 ans ou 30 ans. Il est encore plus difficile de savoir jusqu'où l'État doit aller dans la modification de ces changements de comportement. C'est un point à manipuler avec beaucoup de précaution. Je voulais finir néanmoins sur l'idée de consommation d'énergie. J'avoue que personnellement, j'ai fait une distinction très nette entre les économies d'énergie qui me permettent d'économiser des émissions de gaz à effet de serre. Donc économie d'énergie dans le monde des hydrocarbures, parce que là, je gagne des émissions de gaz à effet de serre et c'est mon but principal. Et les économies d'énergie par rapport à des énergies propres décarbonées où ma réduction d'émissions de gaz à effet de serre n'intervient quasiment pas. Autrement dit, si je prends comme objectif premier la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour moi, la consommation d'énergie n'est qu'un moyen au service du premier objectif qui est la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. De là, une distinction entre économie d'énergie dans le monde des énergies fossiles et économie d'énergie par rapport à la production d'énergie décarbonée. Merci Dominique. Donc, non, il est moins le quart. On se retrouve dans 1 heure. On a déjà un quart d'heure de retard. Non, je sais que mon rôle consiste à faire des frustrés parmi les quelques personnes qui avaient des questions résiduelles. C'est la règle. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Remercier encore nos orateurs et à dans 1 heure. Un très grand merci à toi.